Merci Jean-François, on est de retour dans la zone. Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. On va parler évidemment un petit peu, argent, mais on va parler surtout comment gérer son argent et dans différentes situations. Pierre-Paul, bonjour. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet fort intéressant. On est avec une population qui est vieillissante quand même considérablement. Et là, les baby boomers se ramassent avec des résidences, des biens, toutes sortes de choses. Et à un moment donné, quand on arrive dans des zones 70, 75, 80 ans, grosso modo, il y a certaines choses à faire parce que là, la maison est là, il y a peut-être des dettes, puis etc., etc. On procède comment? Puis c'est quoi les situations que tu vois apparaître quand les gens arrivent dans ces âges-là? Ben moi, c'est sûr que la pointe de l'iceberg que je vois, c'est certain que c'est les gens qui ont un certain niveau de difficulté. Hein, les gens que ça a bien été, qui ont bien été planifiés, puis que ils ont accumulé des sommes, je les vois pas dans mon bureau. Hein, moi, je vois vraiment l'autre bord. Mais c'est quand même assez étonnant la quantité de gens que je rencontre, je dirais entre, mettons, 70 et 80 ans, Okay. qui travaillent encore parce qu'ils n'ont pas la capacité d'arrêter. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, mais qui ont continué à travailler. Bon, je parle pas nécessairement de ceux qui travaillent par choix pour le plaisir, pour se divertir. 15 heures semaine. Ouais, je parle pas de ça. C'est une autre histoire, là. C'est ceux qui sont obligés de continuer à travailler pour pouvoir arriver à la fin du mois. C'est ça. Ceux que les rentes ou le fonds de pension qui rentrent, tout ça, n'est pas suffisant pour combler les dépenses, que ce soit les dépenses courantes ou que ce soit les dettes. Et j'ai rencontré des gens la semaine passée qui font affaire là, avec toute la catégorie aînée, là, donc les gens pré-retraite, retraite, les gens qui sont à la retraite depuis plusieurs années. Puis, je me suis fait poser une question aussi que je rencontre aussi dans mon bureau, c'est exemple notamment au niveau des hypothèques inversées. C'est un concept là, qui est quand même à la mode pour les gens qui manquent de revenus. Okay. C'est quoi une hypothèque inversée? Dans le fond, là, essentiellement, c'est que les gens arrivent près de la retraite ou à la retraite, puis ils n'ont pas suffisamment de revenus, mais ils ont bâti une équité sur leur maison. Tu sais, une maison, elle a une certaine valeur, l'hypothèque est presque finie de payer. Dans certains cas, elle est finie de payer. Et là, les gens se font offrir une hypothèque inversée. Donc, c'est quoi une hypothèque inversée? Si je simplifie ça là pour que ce soit rapide à comprendre, ben c'est que le prêteur va verser un équivalent de salaire à la personne. Il va verser des paiements par mois. Donc, ça fait qu'on a comme un revenu, on dirait, supplémentaire à dépenser. Mais en contrepartie de ça, ça fait une dette qui augmente sur la maison. Oui, à tous les mois. À tous les mois. Donc, cette dette-là augmente. Les taux d'intérêt sont systématiquement plus élevés que les taux d'intérêt les plus bas du moment parce que il y a quand même un risque à cette stratégie-là. Puis on l'a déjà dit dans une autre chronique, là, l'augmentation du risque, ben, c'est une augmentation du taux de pourcentage, peu importe de quoi on parle. Mais là, donc, je ne peux m'empêcher de poser la question. Les gens n'auraient pas avantage plutôt à aller carrément faire une hypothèque sur leur résidence? Ben, oui, la raison pourquoi ils ne font pas ça, c'est que dans certains cas, ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce que leur revenu n'est pas élevé. Parce que la plupart des prêteurs, surtout les prêteurs, les institutions financières standards, vont regarder, bon, y a-t-il une valeur suffisante pour faire le prêt sur la maison, mais vont aussi regarder la capacité de paiement. Donc, l'hypothèque inversée, ce qu'elle vient faire, là, c'est qu'elle vient dire, ben regarde, on va, sur la base de la valeur de votre maison, on vous prête un montant, puis ce montant-là, ben la dette va augmenter avec le temps, puis à la fin, vous nous le remboursez, ou quand la personne, quand vous décéderez, ben la maison va être vendue dans le cadre de votre héritage, puis ben l'hypothèque va être payée. Okay. Mais par contre, les gens vivent de plus en plus vieux, hein, fait que j'ai eu toutes sortes d'histoires d'horreur de gens qui arrivent à la fin de ce prêt-là, hein, quand ce fameux hypothèque inversée-là arrive, puis on est rendu à 50-55% de la valeur de la maison, ou les prix des maisons baissent, ou peu importe le contexte, ben là, le prêteur, lui, il dit non, moi je coupe la valve, j'arrête de vous faire des paiements. Et non seulement il arrête de nous faire des paiements parce qu'il n'y a plus de capacité sur la maison, mais en plus, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il exige le remboursement de l'hypothèque. Ben oui. Donc là, les gens se retrouvent avec deux problèmes, une capacité financière mensuelle trop basse, puis avec le problème d'une hypothèque sur une maison. Donc là, il y a des gens qui sont contraints de vendre leur maison à ce moment-là, alors qu'ils voulaient rester encore dedans. Et en plus de ça, ben les taux d'intérêt sur ce genre de prêt-là étant élevés, ben l'hypothèque a monté plus vite qu'ils pensaient dans la majorité des cas. Fait que tu sais, l'idée là,
l'idée aujourd'hui, c'est pour éviter que les gens se ramassent dans ce genre de situation-là. Puis je dis pas que l'hypothèque inversée, c'est toujours mauvais, là. Il y a des contextes dans lesquels ça peut être utile. Mais en tous les cas, ça coûte très cher. C'est une stratégie qui est coûteuse. Donc, et la plupart des gens, ont quand même à cœur de laisser de l'argent à leur succession. Les gens pensent aux assurances, pensent à pas laisser des problèmes là quand ils vont décéder. Puis ça, c'est le genre de choses qui peut faire des surprises. Fait que tu sais, dans le fond là, l'idée pour pas se rendre là, pour pas se rendre à une situation à la retraite où on est obligé d'aller vers ces produits-là, d'hypothèque inversée ou d'autres produits risqués, c'est évidemment de faire une planification tout au fil de notre vie. Moi, j'avais une professeure de fiscalité qui m'avait dit tu as deux choix dans la vie. Tu as le choix de faire travailler ton argent ou tu as le choix de travailler pour avoir de l'argent. Moi, je pense qu'un bon mélange des deux, c'est pertinent. Là. C'est correct de travailler pour avoir de l'argent parce que ça nous prend une occupation puis une valorisation dans la vie. Donc, c'est pas juste pour l'argent qu'on travaille. Mais faire travailler son argent, ça nous permet d'arriver justement à la retraite puis d'avoir des options, d'avoir de l'argent suffisant qui fait qu'on ne dépend pas seulement du gouvernement pour payer notre épicerie puis nos choses courantes. Là. Ouais. Fait que, tu sais, une couple de petites stratégies pour se rendre là. La première, ça serait de commencer tôt. Je sais qu'à 20 ans, c'est pas très sexy de parler de placement puis de penser à la retraite, là. Mais malheureusement, ceux qui le font, c'est ceux qui arrivent à 35-40 ans puis qui ont pu à y penser. Pourquoi ils ont pu y penser? Parce que d'un, ils ont bâti leur retraite très jeune. Et souvent, quand on est plus jeune, on a moins de dépenses. Exemple, on n'a pas d'enfants encore. Exemple, on est à loyer encore, on n'a pas encore notre première maison. Ça, c'est des années où on peut faire quand même, surtout en Abitibi-Témiscamingue, des bons revenus. Les gens qui ont des métiers, qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir fait des 5-6 ans d'université, là, il y a des métiers très payants là-dedans qui peuvent, si les gens se le gèrent bien, peuvent placer de l'argent quand ils sont assez jeunes, avant d'avoir bâti même une famille et tout ça. Et cet argent-là, c'est qu'elle va fructifier, elle va faire, peu importe dans quoi on la place, elle va faire de l'intérêt, du gain capital ou peu importe quoi, elle va fructifier toute notre vie. Fait que, tu sais, les gens qui commencent tôt ont un gros avantage là-dessus. Puis si tu te dis à 40 ans que tu n'as plus besoin de penser à ta retraite, qu'est-ce que tu peux faire avec ton argent? En plus, que tu es dans une période de ta vie normalement où tes revenus sont supérieurs, là, tu es capable de dire, je vais voyager, et tu ne piges pas dans tes économies, tu prends dans ton argent courant. Ouais. Donc, commencer tôt, ça serait vraiment le premier truc. Le deuxième, je dirais, vraiment maîtriser et comprendre ce qu'on fait. Tu sais, il y a des gens qui vont dans l'immobilier, il y a des gens qui sont plus dans les actions à la bourse, il y a des gens qui vont investir dans leur entreprise ou dans une entreprise. Peu importe c'est quoi, il y a plein de méthodes là, pour faire de l'argent comme ça, là, mais il faut comprendre ce qu'on fait. Il y a des livres là-dessus, on peut se renseigner auprès de gens, on peut avoir des mentors, mais les gens, malheureusement, qui ont des histoires d'horreur dans la bourse ou dans l'immobilier, souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils écoutent des gens qui, eux, des fois connaissent ça, des fois connaissent pas plus ça qu'eux, et ils vont mettre de l'argent là-dedans, ils vont, ce qu'on appelle, exemple, jouer à la bourse, et là, finalement, ils vont perdre beaucoup d'argent, puis ils vont dire, hey, ça n'a pas d'allure, c'est pas pour moi ça. Tu sais, fait qu'avant de mettre des grandes sommes d'argent dans quelque chose, il faut le comprendre, il faut savoir ce qu'on fait. Fait qu'il faut aller chercher de l'information. Mais de l'expertise, il y en a énormément, là, quand même, là. Faut pas se leurrer. Oui, puis c'est pas, je veux dire, moi, mes placements, je les ai gérés un grand bout de ma vie tout seul, quand j'étais plus jeune, notamment, puis j'avais pas besoin, je me suis renseigné, j'ai fait des cours là-dessus, j'ai lu des livres, tout le monde est capable de faire ça. C'est juste que l'appât du gain est tentant. Tu sais, exemple, les stratégies risquées comme d'acheter des actions minières qui vont peut-être exploser puis qu'on va devenir millionnaire, c'est tentant, mais c'est pas avec ces stratégies-là que la majorité des gens vont réussir. Ouais, le day trading, c'est pareil. C'est ça, les gens qui vont faire, qui vont avoir toutes sortes de programmes pour dire, OK, je vais acheter à tel moment, je vais vendre à tel moment. Oui, il y a 10-15% des gens qui vont faire de l'argent avec ça, mais la grande majorité des gens vont en perdre parce que ça devient émotif, c'est compliqué, les gens font des erreurs et c'est des stratégies très complexes, puis ça prend, faut s'en occuper. Tu sais, il y en a plein de stratégies comme ça. L'idée, moi, si je parle de stratégie simple, qui fait qu'on n'a pas à se casser la tête à chaque nuit à penser, hey, là, faut que je fasse telle transaction parce que là, la bourse va pas bien. Il faut avoir des stratégies stables dans le temps. Donc, ce serait vraiment ça, commencer tôt, maîtriser ce qu'on fait, diversifier aussi notre risque, parce que les gens, des fois, vont tout mettre dans le même panier.
essayer de se diversifier et éviter de prendre des décisions rapides sous le coup de l'émotion. Ça, c'est malheureux, c'est les gens qui ont perdu beaucoup d'argent, que ce soit à la bourse, dans l'immobilier ou dans différents secteurs, il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Il faut être capable de gérer ses émotions, d'avoir une stratégie puis de s'y tenir, même quand ça va pas bien. Comme présentement, on le voit, là, ça fait un certain temps que la bourse, c'est assez chaotique. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont sorti puis qui ont pris une partie de leur portefeuille, ils l'ont mis en CPG ou dans le marché monétaire pour faire du rendement assuré, on va dire ça comme ça. Mais c'est prouvé que les gens qui demeurent dans le marché tout le temps, à long terme, c'est eux qui font le plus d'argent, parce que si on sort quand on a peur, on va manquer la hausse. Fait que, il y a toutes sortes de raisons comme ça qui fait que les émotions, c'est vraiment des mauvaises conseillères dans ces situations-là. Effectivement. Il faut prendre le temps d'y penser et prendre un délai intéressant pour y penser, pas faire ça du jour au lendemain. Et j'en jaser, je pense aussi, c'est important. Oui, en se renseigner, consulter des gens, puis pas prendre ces décisions-là à la légère, parce que si on fait une belle stratégie quand on est jeune, on peut passer la moitié de notre vie active à ce que tout soit déjà planifié, parce que on a géré, exemple, nos dépenses. Si on a des véhicules usagés, si on a été à loyer plus longtemps au lieu d'acheter une maison, encore là, les gens vont penser qu'une maison, c'est un investissement. Il y a beaucoup de nuances à apporter là-dedans. Les gens ne calculent pas quand ils achètent une maison, toutes les taxes, les droits de mutation, l'entretien, les réparations, les problèmes, la poursuite de l'ancien propriétaire, les vices cachés. Il y a un paquet de choses qu'on s'expose que les gens pensent pas à ça. Donc, donc c'est tous ces risques-là qui sont là avec une maison, mais c'est vrai pour un paquet de choses comme ça. Fait que quand on fait de choix de vivre, disons plus simplement, on est capable, et c'est plus facile de faire ce choix-là quand on est jeune, évidemment, on est capable de se bâtir un capital assez rapidement si on utilise nos neurones quand on est jeune. Et c'est ce bout-là qui devrait être une priorité, parce que c'est le meilleur temps pour être capable de mettre de l'argent à côté quand on a peu d'obligations, peu de dépenses. Oui, effectivement. Le problème, c'est qu'on a une génération en arrière de nous autres où les fonctionnaires ont de bons fonds de retraite, mais les gens qui ont travaillé dans le secteur non public, mais privé, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont rendus à 50, 60 ans aujourd'hui qui n'ont pas cet avantage-là. C'est ça, c'est malheureux, puis il y a des gens qui se l'ont pas fait expliquer non plus. Il y a toutes sortes de. Tu sais, quand on arrive dans quand on travaille dans le privé et qu'on n'a pas de fonds de pension, par exemple, il faut le bâtir nous-mêmes. Donc, ça nous prend une stratégie quelconque qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher de l'expertise, il faut aller chercher des planificateurs financiers, il faut aller chercher des conseillers financiers qui vont nous expliquer comment ça fonctionne. Puis, il faut avoir confiance en ces personnes-là aussi. Donc, il faut leur parler. Puis, si on n'a pas confiance, il faut changer. Il y a un travail à faire, mais les gens sont prêts à travailler des heures et des heures pour ramasser de l'argent. Il faut mettre une couple d'heures pour être capable d'avoir de l'argent à la placer, puis qu'elle nous fasse elle nous bâtisse de l'argent sans rien faire. Elle nous fait des rendements passifs. Ça peut être bien intéressant, mais les gens ne pensent pas à mettre ces quelques heures-là pour se renseigner, pour après ça que leur argent fructifie vraiment mieux que s'ils font juste la laisser là ou s'ils la dépensent. Là. Voilà, c'est ça. Puis c'est rassurant aussi de le faire, c'est rassurant de consulter et de savoir où on s'en va là, à quelque part. Ça aussi, c'est important. C'est ça. Pierre-Paul, déjà le temps coule vite encore une fois, ça va toujours trop vite. Les coordonnées pour vous rejoindre? Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASSE, peuvent nous joindre sur notre Facebook LACASSE et Associés, peuvent aller voir nos capsules là, qu'on met hebdomadairement, peuvent nous aller voir notre site internet aussi, lacasseetassociés.com. Donc les jeunes peuvent nous joindre de plein de façons. On est là pour les aider, les accompagner là-dedans, puis s'assurer que s'ils ont des problèmes, on va être capable de trouver des solutions. Génial. Pierre-Paul, c'est encore une fois un plaisir d'avoir jasé avec toi et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis.